première des choses, je pense, c'est d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire que pour être bien dans vos baskets et être bien dans votre vie, être heureux de vous lever le matin, avoir potentiellement un job qui vous plaît, c'est important que vous vous connaissiez vous-même et cet apprentissage de nous-mêmes, en fait, il n'y a que nous qui puissions le faire. Moi, j'ai été chez un psy pour la première fois, j'avais 15 ans, parce que je me sentais extrêmement mal dans mes baskets. Je me sentais rejetée, je ne me sentais pas à ma place. J'avais l'impression de vivre, dans un monde auquel je n'appartenais pas, d'être, complètement incomprise de ce monde, mais également moi-même, de ne pas comprendre le monde dans lequel j'évoluais. J'étais à cette époque-là, toujours un petit peu, mais j'ai réussi à travailler dessus, mais extrêmement sensible à l'injustice et nous vivons dans un monde qui peut parfois paraître ou être injuste. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très dur pour moi à gérer émotionnellement. Quand on est neurodivergent et TDAH, bien souvent, la gestion des émotions, c'est quelque chose de compliqué. On peut parfois être traverser des tempêtes émotionnelles pour des toutes petites choses et en fait, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, c'était d'écrire. Heu, J'écrivais alors à l'époque, j'étais collégienne, lycéenne, donc je passais beaucoup de temps en salle de cours et j'étais pas nécessairement toujours attentive ou intéressée par ce que les professeurs avaient à me dire et en fait, j'écrivais beaucoup, donc principalement de l'écriture automatique, c'est-à-dire, on prend, un crayon, un bloc-notes, peu importe, un bout de nappe en papier, un bout de serviette, mais de laisser, hem, de laisser vraiment ce flot d'idées, ce flot de mots, qui nous envahit, se libérer sur le papier. Dans mon esprit, il y a un double tranchant à ça. C'est-à-dire que quand j'ai des pensées négatives, parce que ça m'arrive encore, hein, je souffre, entre autres, d'anxiété et donc ça m'arrive encore d'avoir des pensées négatives. Le fait de les écrire, en fait, pour moi, c'est comme un exutoire. C'est-à-dire qu'une pensée, à partir du moment où je l'ai écrite, elle devient réelle. Donc une fois que la pensée est réelle, après, j'ai 2 choses que je peux faire. Je peux soit la conserver, soit avec un cerveau TDAH, il y a des risques que ça devienne presque obsessif et que cette pensée, elle tourne en boucle jusqu'à ce qu'une autre vienne la remplacer. La pensée, elle va tourner en boucle dans ma tête. Soit je peux décider de la détruire. Et ça me fait penser à un truc. Quand j'étais petite, j'habitais dans un village qui s'appelait Saint-Jean quelque chose. Et le 24 juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a les feux de la Saint-Jean. Et les feux de la Saint-Jean, une tradition est de noter les choses qui nous stressent, les choses qui génèrent de l'anxiété chez nous, les choses qui nous sont désagréables sur le moment, les noter sur un papier, voilà, en y pensant, on se projette dans ces mots qu'on écrit sur le papier, et ensuite on met ce papier au feu, on fait brûler ce papier, et du coup ces pensées négatives s'en vont. C'est une tradition, de la Saint-Jean. Ça revient un petit peu à cet exercice d'écriture. Quand on a donné vie aux pensées, les pensées deviennent des mots, eh bien, on peut les détruire, tout simplement. Vous pouvez très bien, une fois que l'exercice est fait, déchirer la page, la déchirer en petit papier, mettre à la poubelle. Vous pouvez conserver la page si vous avez besoin de revenir dessus pour relire ces mots, pour essayer de comprendre l'état d'esprit dans lequel vous êtes, essayer de faire des liens entre les mots et votre ressenti, vos émotions. Je pense que les mots ont un très fort pouvoir, je vais y revenir dans quelques minutes, mais l'écriture est quelque chose qui m'a énormément aidée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le dessin est également quelque chose qui m'a énormément aidée. Je pense qu'il est important de trouver la manière dont vous allez pouvoir vous exprimer, que ce soit à travers le dessin, que ce soit à travers l'écriture, la cuisine, peu importe, mais trouver
un secteur, une activité qui vous permet de vous exprimer et de transformer ce flot de pensée incessant en quelque chose de physique. Les dessins, j'en ai quelques-uns d'accrochés derrière moi. J'en ai fait des milliers peut-être. Je dessine depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Alors avec différents styles, pardon. Ce que vous voyez derrière moi, ça s'appelle du neurographica. Je peux vous expliquer plus en profondeur lors d'une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. C'est du dessin méditatif. Et voilà, des dessins, j'en ai des milliers qui sont affichés au mur. Heureusement, il n'y en a pas des milliers. Mon compagnon ne serait pas très d'accord. Mais le dessin, une fois qu'il existe, c'est comme les mots qu'on a écrits, il est là, et puis après, libre à nous d'en faire quelque chose, d'essayer de le digérer, de l'apprécier, de se projeter, de comprendre, de s'interroger. Et si on a l'impression que ce dessin ne nous emmène nulle part, eh bien on peut tout simplement s'en séparer. Dans les choses qui m'ont vraiment aidée, mais vraiment un truc qui a été un déclic, c'est quand je suis arrivée en Irlande en 2007, suite à des galères familiales, personnelles. J'étais de nouveau au fond du trou et j'ai eu l'opportunité de faire une thérapie. Alors en anglais on dit CBT, Cognitive Behavior Therapy. En français, c'est thérapie comportementale cognitive, je crois, TCC. Et ça a été un déclic. C'est vraiment, je pense, le truc qui a fini de me sortir la tête de l'eau. Les distorsions cognitives, vous pouvez retrouver une vidéo dans laquelle j'en parle, une vidéo précédente. En fait, les distorsions cognitives, c'est tout simplement à force de s'entendre dire des choses négatives, à force de se retrouver dans des scénarios, encore une fois, négatifs, à force peut-être d'avoir des échecs, notre cerveau finit par être imprégné de tout ce négatif. Et quand il se passe quelque chose, notre réaction primaire, notre première réaction, va être d'aller dans le négatif. Et il existe, je crois, 9 ou 11 distorsions cognitives différentes sur lesquelles on peut travailler. C'est quelque chose que vous pouvez faire accompagné d'un thérapeute, ou c'est quelque chose que vous pouvez également essayer de mettre en place seul. Vous trouvez sur Internet aujourd'hui plein d'exercices, la magie de l'Internet. Et ces distorsions cognitives, vous allez pouvoir les identifier de manière assez simple. En tout cas, il y en a qui sont très simples à identifier. On a par exemple le c'est toujours. Ça, c'est overgeneralization. C'est toujours comme ça, à chaque fois c'est pareil, il n'y a jamais personne, tout le monde. Et donc, quand on est face à un événement, parce qu'on sait que les personnes avec un TDAH peuvent avoir parfois des réactions qui semblent complètement démesurées face à des événements qui semblent anodins pour les personnes neurotypiques, vous pouvez faire attention aux mots que vous utilisez au moment de cette réaction. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais à la fin de l'adolescence, jeune adulte, je venais d'avoir mon permis, ou j'étais presque à passer mon permis, donc voilà, 18, entre 17 et 20 ans, bref. Il y avait un mec dans le village que j'appréciais beaucoup. Et ça arrivait régulièrement le soir, après dîner, qu'on aille boire un verre ensemble. Et ça arrivait aussi régulièrement qu'il annule. Et my God, quand il annulait, alors à l'époque, les téléphones portables, c'était pas monnaie courante. Donc bien souvent, quand il annulait, en fait, il venait juste pas. Et moi, j'étais là toute prête et super contente de sortir, parce que mon groupe, je n'avais pas de groupe d'amis, j'avais quelques personnes avec qui je m'entendais bien à droite à gauche, mais je n'avais pas un groupe d'amis, et je n'avais pas des centaines d'amis, c'était vraiment extrêmement réduit. Et du coup, quand je voyais passer l'heure,
8 heures. Bon, je sais qu'il est toujours un petit peu en retard. 8h30, 9 heures. Bon, bah, il viendra pas ce soir. Et là, ça me mettait dans un état de détresse, mais à un point de pleurer et pleurer et pleurer à me rendre malade, physiquement malade, mal aux tripes, parfois à vomir. Et mon cheminement intellectuel, c'était mais c'est toujours comme ça. Il annule toujours, c'est toujours comme ça. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, de toute façon, la personne annule. Il n'y a jamais personne qui veut passer du temps avec moi. Et bah là, clairement, quand j'y repense maintenant avec le recul, bien sûr, c'est une situation désagréable à vivre, mais en soi, il n'y avait pas mort d'homme. Et quand j'ai fait ce travail sur les distorsions cognitives, c'est le genre d'exercice que j'aurais pu faire. Donc concrètement, ce que j'aurais pu faire ou comment on peut travailler sur ces distorsions cognitives, eh bien c'est à partir d'un événement comme celui-ci, identifier notre chemin de pensée à nous, donc noter. Clairement, c'est un tableau avec 3 colonnes. La première colonne, l'événement, comment j'ai réagi à chaud. La deuxième colonne, comment quelqu'un de super bien dans ses baskets aurait réagi, quelqu'un qui a une très bonne confiance en lui, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui ne se pose pas de questions sur sa légitimité, etc. Et au final, faire voilà, une colonne un peu équilibrée entre les deux, parce que l'idée, c'est pas non plus de tomber dans des extrêmes. Et cet exercice, il est à faire à chaque fois. Et là, ce n'est pas une distorsion cognitive, c'est vraiment la réalité. Cet exercice, il est à faire à chaque fois qu'on on se sent comme ça, débordé par nos émotions, qu'on a du mal à redescendre après un événement. C'est vraiment un exercice à mettre en place et à faire au quotidien, si besoin. Et puis, vous verrez qu'avec le temps, à force de l'écrire, eh bien, le cheminement de pensée qui se mettra en place naturellement dans votre cerveau sera le cheminement de pensée plus neurotypique, plus neuronormal et surtout beaucoup moins douloureux pour vous. Donc ça, c'est super important, les distorsions cognitives. Et si on veut aller encore plus loin ou dans un style un petit peu différent, ce que j'ai mis en place également, c'est de parler positif. Le parler positif, et c'est prouvé scientifiquement, vous pouvez faire des recherches et trouver des articles et des recherches là-dessus, c'est que plus vous allez penser positif et parler positif, et plus votre cerveau va s'habituer à voir les choses du bon côté. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a quelques jours de ça, ma fille, quand elle s'est réveillée, m'a dit qu'elle avait fait un super rêve, c'était le rêve le plus chouette qu'elle ait jamais fait, et qu'elle était contente parce qu'avec son super pouvoir, elle allait pouvoir revoir le rêve. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ce super pouvoir? Raconte-moi. Et en fait, ce super pouvoir qu'elle a, ma fille, et je trouve ça extraordinaire, je suis jalouse, c'est que ses rêves, quand elle est réveillée, si elle y pense très fort, si elle se concentre vraiment dessus, elle me dit, elle arrive à le revoir comme un film dans sa tête. Et donc, elle me dit, maman, toi, c'est quoi ton super pouvoir? Et du coup, je lui dis, écoute, bon, j'étais un peu bloquée, hein. Et je lui dis, écoute, moi, je crois que mon super pouvoir, en fait, c'est de réussir à toujours me focaliser sur la solution. Quand il y a un petit accident, voilà, on renverse un verre, on casse quelque chose, etc. Mon super pouvoir, c'est de ne pas m'énerver et de tout de suite me focaliser sur la solution, comment on répare, qu'est-ce qu'on fait après. Et le penser positif, en fait, je pense que c'est ça, du coup, aussi, c'est que ça permet à notre cerveau de voir les choses du bon côté. Et on dit souvent que les personnes avec un TDAH sont des personnes qui pensent en dehors des sentiers battus. Et ça, vraiment, c'est une force. Moi, je trouve que c'est une force. Si vous arrivez à déjà être quelqu'un qui est un peu créatif, qui pense hors des clichés, etc., et qu'en plus, vous arrivez à penser positif
et que vous êtes plutôt orienté vers trouver des solutions, mais c'est une force extraordinaire dans cette société qui n'est pas toujours très en forme, ni très positive, ni très optimiste. C'est une super force. Et comment on fait pour penser positif? Il y a plusieurs solutions. Encore une fois, on peut s'écouter. Alors, on s'écoute parler, c'est pas s'écouter dans le mauvais sens du terme pour s'écouter et puis être narcissique en français. Et, et voilà, c'est s'écouter parler pour mieux se comprendre, pour mieux avancer, en fait. Et donc, là, on peut faire le même exercice quand on sort d'une conversation un petit peu difficile ou même si on arrive à mettre le doigt sur attends, là, j'ai quand même utilisé 3 négations dans la même phrase, c'est pas top. On peut écrire, tout simplement. On peut écrire dans une colonne, voilà la conversation, voilà ce que j'ai répondu, voilà comment j'ai pensé, etc. Et dans la colonne d'en face, on réécrit la même chose en supprimant toutes les négations. Vous voyez, j'aurais pu dire en ne mettant aucune négation. Non, en supprimant toutes les négations. Et ici aussi, à force de le faire, de le refaire, de le refaire, de le refaire, de pratiquer, vous allez finir par, de manière beaucoup plus automatique, parler de manière positive. Voilà, ça c'est un truc que vous pouvez utiliser avec vos enfants également. Un enfant qui a du mal à un exercice, qui dit oh là là, je suis nulle, cet exercice, je ne sais pas le faire. Mon chéri, ma chérie, tout d'abord, c'est important que tu te parles avec des mots gentils, parce qu'attention, ton cerveau, il entend ce que tu te dis. Et ton cerveau, il n'aime pas quand tu lui dis qu'il est nul. Donc, tu vas pouvoir reformuler en disant peut-être cet exercice est un petit peu compliqué pour moi. J'y arrive pas. Oui, mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Tu n'y arrives pas encore. Tu t'entraînes. Et à force de t'entraîner, possiblement tu y arriveras. Peut-être que tu n'y arriveras pas. Et peut-être qu'il y a un autre exercice où tu y arriveras sans effort. Il y a des choses plus simples que d'autres dans la vie. Il y a des choses plus compliquées. Et tu apprends, tu grandis. Donc voilà, ayez la même compassion envers vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à votre enfant. Je pense que c'est important, votre enfant. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez ouvert et possiblement avec des envies d'optimisme. Si vous n'êtes pas optimiste encore, je ne pense pas que ce soit la manière dont vous parleriez à votre enfant, de lui dire t'es nul, tu comprends pas, tu vas pas y arriver. Donc c'est important de parler positif. Vous pouvez faire cet exercice sur le papier. Vous pouvez également faire les exercices devant le miroir, commencer votre journée. Quand on commence la journée, parfois c'est compliqué. Je fais cette vidéo, pour être honnête avec vous, il est 5h30 du matin, c'est vendredi. On vient de faire toute la semaine et oui, il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres quand on se lève. Je me suis bloqué le dos hier, j'ai encore un peu mal. Mais quand je me lève le matin, je me dis, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, on repart sur des nouvelles bases. Avec un petit peu de chance, ma fille sera de meilleure humeur que ce qu'elle était hier. Potentiellement, quelque chose de chouette va arriver. Je pourrais me lever ce matin en disant en plus, c'était la pleine lune. J'ai pas très bien dormi, je suis encore bloquée au niveau du dos. Je me suis tournée et retournée avec beaucoup de douleur pendant la nuit. La pleine lune fait également que je n'ai pas très bien dormi. Ma fille est en vacances à midi aujourd'hui. En plus, du coup, l'école a décidé de raccourcir la journée, tant qu'à faire. Voilà, je voulais aller boire un café ce matin avec une de mes copines, mais qui malheureusement n'est pas disponible. Donc, il y en a à dire. Aujourd'hui ne s'annonçait pas potentiellement comme la plus belle journée de ma vie. Voilà, et pourtant, ce matin, je me lève et je me dis, allez, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, je peux, si j'ai envie, être productive. On va voir ce qu'on fait cet après-midi avec ma fille. On va faire des jeux, on va jouer dehors s'il fait beau. On a de la chance, en ce moment il fait beau, c'est chouette. Et c'est parti. Et j'attaque de manière positive.
c'est un choix. C'est vraiment cette histoire de travailler sur ces distorsions cognitives, de voir les choses du bon côté, d'essayer d'être positif, de se parler positivement, de se parler bien. C'est un choix. Et ce choix, il faut que vous le fassiez. Il faut que vous vous posiez face à vous-même et que vous vous disiez, ok, je fais le choix de la manière dont j'interagis avec moi-même. Je me choisis. Je choisis, comme on le disait un petit peu plus tôt dans la vidéo, de me comprendre. Je choisis de me parler bien. Je choisis de changer, d'évoluer. La vie est une évolution. Toutes les choses vivantes évoluent. Ça fait partie du cycle de la vie. C'est un choix. Finalement, je pense, pour moi, un truc qui a été décisif, ce sont également les rencontres. Que ce soit les rencontres professionnelles ou les rencontres amicales, ou même mon partenaire de vie aujourd'hui, mon compagnon. Il y a quelque chose qui m'a suivi beaucoup de l'enfance à l'adolescence, au jeune âge adulte, c'était, comme je disais en début de vidéo, le fait d'avoir cette impression de n'appartenir à aucun groupe, de ne pas être à ma place. Eh bien, ça ne continue pas aujourd'hui parce que j'ai accepté que je n'avais pas besoin de faire partie d'un groupe pour être bien dans mes baskets. Ça, c'est un truc, je pense, qui peut être très dur quand on est ado, jeune adulte, parce qu'on a ce besoin d'appartenance. Les gens avec qui on est aussi, ce groupe d'amis, c'est aussi les gens qui vont être notre propre miroir, etc. Et j'en ai énormément souffert, mais vraiment, ça fait partie des choses qui étaient extrêmement présentes pendant ma dépression. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'il suffit de quelques personnes. Il suffit d'avoir les bonnes personnes au bon moment et de s'éloigner, en fait, de tous les pseudo-groupes d'amis ou même de toutes les personnes qui nous renvoient une image négative de nous-mêmes. Et s'entourer de personnes avec qui on apprécie avoir une bonne barre de rire, on apprécie parfois se confier sur des difficultés qu'on rencontre. Voilà, c'est à mon sens beaucoup plus important d'avoir 1, 2, 3 personnes dans notre vie que d'en avoir 50 sur lesquelles on ne peut finalement pas compter. Et puis souvent, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que on se rend compte que les gens finalement avec qui on est bien, ce sont des gens qui ne sont pas très neurotypiques non plus. Ma fille a maintenant 5 ans et du coup ça fait quelques années qu'elle va en preschool et maintenant en école primaire. Et quand elle était en preschool, donc l'équivalent de la maternelle en France, j'ai rencontré une maman qui est devenue une amie aujourd'hui, avec qui je m'entends très bien. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'elle et moi, on s'était bien trouvés, puisque elle-même est en cours de diagnostic pour l'autisme et le TDAH, que ses 2 enfants ont un spectre autistique. Donc c'est rigolo. Alors, c'est pas toujours évident de réussir à se voir parce que entre ces enfants qui sont petits, ma fille qui est petite, les rendez-vous professionnels, les rendez-vous de santé, etc., les enfants malades, mais on essaye de se faire au moins un petit déj tous les 15 jours. Et franchement, quand je sors de ce petit déj, je suis... voilà, ça m'a reboosté pour éventuellement 15 jours. Et les psys aussi, j'ai fait un short il y a quelques jours là-dessus. C'est important de trouver, si vous sentez que vous avez besoin de discuter avec un professionnel, c'est important de trouver le professionnel qui matche avec votre humeur, avec votre vision de la vie, etc. Moi, je suis retournée là, depuis le mois de novembre consulter une thérapeute parce que j'ai encore énormément de mal à dealer avec mon anxiété. L'anxiété continue de me bouffer la vie. Et du coup, comme de par hasard, mais pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est elle qui m'a confirmé que
ça pourrait être bien d'avoir un diagnostic pour le TDAH parce qu'il y avait de très fortes chances que j'ai un TDAH. Donc c'est important de s'entourer des bonnes personnes et aussi des thérapeutes et des psys. Si vous avez l'impression que vous êtes face à quelqu'un qui ne vous comprend pas ou qui a une vision du monde qui est vraiment trop éloignée de la vôtre, vous avez tout à fait le droit de dire zut, je vais trouver quelqu'un d'autre. C'est quelque chose, c'est un droit qui vous appartient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a d'autres thèmes dans le sens de vivre bien avec son TDAH que vous voulez qu'on aborde. Je vais essayer de résumer un petit peu ces astuces que je vous ai données dans une vidéo peut-être un petit peu plus courte. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.